J'étais tranquillement installé dans mon canapé, comme une grosse merde, à attendre le début de ces finales NBA 2017, quand je me suis posé la question suivante. Et si les finales NBA 2017 étaient un remake des finales 2014 ? Je me suis posé cette question parce que vous allez voir que le contexte qui amène les finales 2017 ressemble étrangement au contexte qui a amené les finales 2014. Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion? Est-ce que le dénouement va être le même? Je ne sais pas, mais la comparaison n'est pas si anodine que ça. On a tout d'abord effectivement deux équipes qui s'affrontent une nouvelle fois en finale NBA après un titre remporté par l'équipe de LeBron James. On a deux équipes en 2014 qui arrivent en play-off en ayant globalement dominé leurs adversaires en play-off. Évidemment, le niveau de domination n'est pas le même. Les Spurs ont enregistré 6 défaites, le Heat seulement 3. Grosso modo, Miami a survolé la conférence Est. Ça a été un petit peu plus compliqué pour les Spurs, mais voyez que leur net rating, leur différentiel qualité d'attaque, qualité de défense, arrivé aux portes des finales, est quand même très important et très marqué par rapport à leurs adversaires directs. Certes, on n'est pas au niveau de domination du contexte de 2017, mais on n'en est pas loin. Au-delà de ça, voyez que effectivement les Spurs avaient fini premier, comme les Warriors, que l'équipe du Heat avait fini deuxième, et que le parcours qui amène les deux équipes à se rencontrer a été relativement facile, les Spurs ayant quand même eu besoin d'un match 7 pour sortir Dallas au premier tour. Rien à voir, on l'a dit, avec le niveau de domination des playoffs 2017, mais globalement, on a quand même une équipe de Miami qui, comme les Cavs, a très largement disposé de ses adversaires à l'Est, et on est dans des niveaux de domination sur les adversaires directs qui sont quand même francs, qui sont quand même marqués, en témoigne le net rating. Les Spurs, on le disait, plus de 60 victoires, premier de leur conférence, comme les Warriors. L'équipe de Miami, on est péniblement au-dessus des 50 victoires, deuxième de leur conférence, comme les Cleveland Cavaliers là en 2017. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. On a deux équipes qui s'affrontent à nouveau en finale après que l'année précédente, l'équipe de LeBron James se soit imposée en 7 matchs avec une victoire glanée grâce à un tir à 3 points miraculeux. Un 3 points de Ray Allen, alors certes, il a eu lieu dans le match 6, là où le 3 points miraculeux de Irving avait eu lieu dans le match 7. Mais en faisant preuve d'un petit peu d'imagination quand même, merde, on peut y voir une forme de similitude. Dans les deux cas, l'équipe de LeBron James était menée 3-2 et a réussi à gagner les 2 derniers matchs pour arracher le titre sur, on le disait, notamment des tirs à 3 points qui ont été décisifs dans les derniers instants du match. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. En 2014, l'équipe de Miami avait dominé sa conférence grâce à un très haut taux d'utilisation du tir à 3 points et la meilleure adresse à 3 points de la NBA. Ça me rappelle quelque chose, Tiens, les Cavs, plus haute utilisation du 3 points de la NBA en playoff et meilleure adresse à 3 points. Parallèlement, l'équipe du 8 était une incroyable équipe pour ce qui était d'aller finir très très près du panier dans la zone restreinte, meilleur pourcentage de la NBA en playoff dans ses tirs tentés tout près du cercle. Tiens, les Cavs cette année, c'est aussi l'une des meilleures équipes de la NBA pour les finitions tout près du panier. On a opposé au champion en titre, donc l'équipe de LeBron James, une équipe à l'époque en 2014 des San Antonio Spurs avec 9 joueurs durant ces playoffs qui avaient un PER supérieur à 15. Un ratio d'efficacité individuelle pour 9 joueurs qui est supérieur à 15, 15 étant la moyenne normalisée en NBA, c'est le niveau intermédiaire. Eh bien, on a opposé au champion en titre une équipe emmenée par LeBron James, les Golden State Warriors, qui ont 9 joueurs avec plus de 15 de PER. Donc
une armada de joueurs qui ont un rendement individuel au-delà de la moyenne NBA. On a effectivement en face, eh bien, dans l'équipe emmenée par LeBron James à l'époque du 8, un Big 3 joueurs effectivement en domination et un LeBron James complètement en mode mutant. Rappelez-vous du LeBron James 2014, il était absolument mutanesque avec plus de 31 de PER, pratiquement 67% de réussite au tir réel. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle une certaine équipe des Cavs cette année, emmenée par un Big 3, James, Irving et Love, avec un James en mode mutant, avec plus de 32 PER et pratiquement 66% de réussite au tir réel. Et si on compare le James de ces playoffs 2017 avec le James des playoffs 2014, eh bien on retrouve vraiment le même niveau d'efficacité, le même niveau d'excellence, avec des pourcentages au tir mutanesques, un rendement sur le terrain mutanesque, un James qui tire un petit peu plus à 3 points avec les Cavs, qui prenait un petit peu plus de rebonds avec le Heat, mais qui fait un petit peu plus de passes décisives avec Cleveland, un petit peu plus de contre aussi avec Cleveland, mais il perdait plus de ballons à l'époque de... il perdait un petit peu moins de ballons à l'époque du Heat, il en perd un petit peu plus maintenant du côté des Cavs, c'est lié au fait qu'il fait un petit peu plus de passes décisives, et globalement on a le même taux d'usage, on a un win share, donc un ratio d'indice de victoire ramené à 48 minutes de temps de jeu qui est quasiment identique, et un box score plus minus, donc un impact sur la feuille de stats quand James est sur le terrain qui est quasiment identique. Donc on a un James en 2014 et en 2017 qui est en mode mutant, quasiment une saison photocopiée sur ces playoffs d'il y a 3 ans. Maintenant, quel a été le dénouement de ces finales 2014, où on avait finalement deux locomotives qui s'apprêtaient à s'affronter dans un rematch des finales passées, avec des Heat, des Cavs maintenant cette année qui visent un nouveau titre, et des Spurs, des Warriors cette année, qui veulent prendre leur revanche. Et bien évidemment, vous ne l'avez pas oublié, les Spurs s'étaient imposés, et là où on s'attendait à un choc serré, eh bien les Spurs avaient complètement dominé ces finales 2014. Ça avait été des finales complètement à sens unique, avec, mis à part les 2 premiers matchs qui étaient un petit peu serrés, avec une victoire de chaque côté, on avait eu une domination totale de San Antonio. C'est ce qu'on voit ici, les finales avaient été complètement à sens unique, puisque à l'issue des 5 matchs et du couronnement de San Antonio, il y avait un différentiel, un net rating favorable aux Spurs de 17 unités. C'était absolument colossal, une équipe de San Antonio qui avait déroulé un basket champagne avec énormément de réussite, notamment à 3 points, et il finissait à plus de 63% de réussite au tir réel, une domination au rebond et une création de passes décisives beaucoup plus importante. Et c'est intéressant d'avoir ça en tête, parce que dans l'analyse que je vous ai proposée dans ma preview, et dans la plupart des analyses qu'on voit à l'approche de ces finales, en preview de ces finales, eh bien la plupart des observateurs, et moi y compris, c'est pour ça que je trouvais cette vidéo intéressante, parce qu'elle permettait une mise en perspective. Eh bien, la plupart des observateurs, moi y compris, on considère que James est inarrêtable et que dans son sillage, effectivement, il peut emmener son équipe et pourquoi pas emmener les Cleveland Cavaliers vers un nouveau titre. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce que les Warriors vont arriver à ralentir LeBron James et ainsi enrayer l'attaque de Cleveland? Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? LeBron James n'a pas du tout été arrêté. Il a été absolument mutanesque en finale NBA, puisqu'il termine à plus de 28 points, 8 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, et vous voyez qu'il est à pratiquement il est à plus de 57% au tir, et il est à plus de 50% aux 3 points, et 80% au lancer franc. James a été mutanesque en finale NBA, il n'a absolument pas été ralenti par les Spurs, et pourtant Miami s'est lourdement incliné. Et c'est là que je me suis dit, mais peut-être qu'on a fait une analyse inversée, et que finalement, peut-être que la clé
de ces finales 2017, ça n'est pas de ralentir LeBron James, c'est de laisser LeBron James être un mutant, mais c'est d'aller contester et gêner tous les autres joueurs. Et regardez, en 2014, qu'est-ce qui s'était passé? Dwayne Wade était passé complètement à côté de ces finales, Ray Allen aussi, Chalmers et Cole avaient été pareil transparents, il n'y avait que Bosh qui avait un petit peu surnagé, mais il était relativement peu utilisé, et au final il n'avait pas tant que ça pesé dans la rencontre. Donc c'est la capacité à neutraliser tous les joueurs périphériques autour de James qui avait été décisif. Et à contrario, les Spurs, eh bien, ils avaient vraiment eu une performance collective avec une très très bonne adresse au tir à 2 points et au tir à 3 points. On était vraiment dans l'insolence, dans le sillage d'un Leonard qui avait été mutanesque durant ces finales avec plus de 60% au tir, mais c'était vraiment la performance collective des Spurs qui avait fait la différence, et c'est notamment la très bonne défense de San Antonio accouplée à l'incroyable adresse de cette équipe des Spurs qui avait complètement éclipsé l'équipe du Heat. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la profusion d'attaque et la très bonne défense qu'avait proposé cette équipe de San Antonio en 2014, eh bien, on peut imaginer cette équipe de Golden State proposer effectivement le même challenge. Et l'équipe du Miami de 2014 est finalement un petit peu dans la même composante que les Cavs là de 2017. Alors certes, ces Cavs 2017, ils ont, je pense, un petit peu plus de talent que cette équipe du Heat de 2014. Mais on a deux équipes qui fonctionnaient un peu de la même façon, avec une primordialité des qualités athlétiques, avec énormément d'adresses à 3 points dans la structure de l'attaque, avec un James en mode mutant. Et finalement, l'opposition et le contexte de ces finales 2014, eh bien, on peut très bien s'attendre à ce qu'ils se reproduisent dans ces finales 2017. Est-ce que ça veut dire que les Warriors vont gagner en 4-1 ? Je n'en sais rien. Mais c'était très intéressant d'avoir ça en tête, parce que le contexte qui amène ces deux équipes en 2014 ressemble au contexte qui amène les deux équipes en 2017, et on peut très bien imaginer les Warriors enfiler le costume des Spurs et vraiment afficher une défense de fer qui enraye l'adversaire et une attaque prolifique qui leur permet d'être à un niveau d'insolence. Et on peut très bien imaginer l'équipe des Cavs, comme l'équipe du Heat à l'époque, emmenée par un numéro de soliste de LeBron James, mais à lui seul, face à la profusion de stars en face, il ne peut pas tout. Important d'avoir ça en tête avant de regarder ces finales 2017. C'est un parallèle que je trouvais intéressant. Maintenant, rien n'est jamais écrit d'avance. Ces Cavs, ils ont de la ressource. On les a déjà vus effectivement faire face, surmonter l'impossible et aller s'imposer. Mais je trouvais ce parallèle et cette espèce de what if intéressant à vous présenter. Bon match à tous.